Aujourd'hui, je vais interviewer Pascal qui, à peine à la retraite, a saisi l'opportunité de reprendre une maison d'hôte et de s'expatrier au Vietnam. Et dans cette vidéo, elle nous partage son expérience et les points positifs ainsi que les difficultés qu'elle a rencontrées sur son chemin. Bonjour Pascal, merci de m'accueillir chez toi. Merci de m'accueillir pour cette interview. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Pascal. Je suis arrivée au Vietnam l'année passée définitivement, à temps plein, en tous les cas, en janvier 23. J'ai 63 ans. Je m'intéresse aujourd'hui à une activité très éloignée de celle que j'avais auparavant en France, qui est donc la maison d'hôte. Et la région d'origine de France, d'où on vient, principalement, c'est Paris. D'accord. Donc tu viens de nous dire que tu fais une activité complètement différente de ce que tu faisais en France. Que faisais-tu donc en France? Quelle était ta profession? En France, j'étais inspecteur d'académie. J'étais un cadre de l'éducation nationale sur toutes ces dernières années, dans l'Académie de Paris principalement. Voilà. Et j'ai pris ma retraite fin décembre 2022, d'où mon arrivée dès janvier 23 ici au Vietnam. Voilà. D'accord. Donc tu prends ta retraite en décembre 2022, tu arrives ici au Vietnam en janvier 2023. Est-ce que c'était ta première fois au Vietnam? Alors non, c'était pas ma première fois, puisque la raison du Vietnam, c'est de rejoindre mon mari qui, lui, est arrivé en 2020 pour diriger une société, donc à Saigon. Et donc, pour répondre précisément à la question, entre fin 2020 et fin 2022, j'ai fait des navettes entre la France et le Vietnam dans des conditions plus ou moins pratiques et agréables. La première fois, c'était décembre 2020, où j'ai rejoint le Vietnam en pleine pandémie, en avion cargo, et j'ai connu la quarantaine, voilà, des choses très difficiles. Et après, j'ai fait des navettes entre le Vietnam et la France pour des raisons professionnelles, car il fallait que je finisse mon exercice professionnel. Jusqu'à fin 2022, qui était pour moi l'âge légal de pouvoir partir et donc de rejoindre définitivement mon mari. Donc voilà, réponse à la question, entre 20 et 22, entre décembre 20 et décembre 22, des navettes avec des séjours plus ou moins longs et une installation définitive en janvier 23. Donc le premier motif de ton expatriation ici au Vietnam, c'est donc de rejoindre ton mari. Tout à fait. Est-ce que déjà, au début, tu avais des idées de projet? Vu que tu étais nouvellement retraité, oui. Est-ce que tu avais déjà des idées de projet avant même de venir rejoindre ton mari au Vietnam? Alors, la réponse est double. J'avais toujours une inquiétude de ce que je devrais faire quand je serai en fin d'exercice professionnel, c'est-à-dire qu'on arrive à ce fameux moment appelé, ce terme ne me plaît pas, qu'on appelle la retraite, comme si, voilà, c'est quand même un mot très, comment dire? La fin de carrière. Ouais, la fin de carrière, la retraite, on a l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Donc, je pense que j'ai toujours nourri, depuis facilement l'âge de 50 ans, une forme d'inquiétude, de dire le jour où ça va m'arriver, il faut que je prépare, il n'est pas question qu'il n'y ait pas de projet. D'accord. Parce que moi, le jour où il n'y a plus de projet, on me met entre quatre planches quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose. D'accord. Donc, il y avait déjà ça. Par contre, l'idée de la maison d'hôte est venue... comment dire, l'idée de la maison d'hôte, on l'avait toujours un petit peu en tête avec mon mari, puisqu'on a un écart d'âge de 10 ans. Si on était resté en France, il y aurait eu quelque chose, sans doute de ce type-là. Et ça a toujours été l'histoire de la maison d'hôte, de recevoir l'été, de faire des grandes tablées, de discuter le soir très tard, etc. Ça a toujours fait partie des plaisanteries entre amis. Voilà, et toujours se disant, on fera ça, mais
comme on peut dire, on va faire quelque chose qu'on fera jamais. C'est pas la question. C'est une sorte d'arlésienne comme ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que il y avait l'idée que le départ de ma profession dans laquelle j'ai été très très engagée devait être préparé par autre chose. Et la deuxième chose, c'est que ce projet qui s'est avéré une maison d'hôtes, parce qu'il y a eu tout simplement une opportunité ici, mais ça aurait pu être une galerie d'art, ça aurait pu être autre chose, puisque moi j'étais dans des secteurs d'éducation artistique, mais si on était resté en France, sans doute que j'aurais eu un projet un peu de même nature, autour de la résidence d'artistes, d'accueil, en tous les cas d'animer quelque chose avec du public, avec des rencontres de gens très différents. Voilà. Donc on avait cette idée de la maison d'hôtes qui était plus ou moins déjà dans la tête. Voilà. Tu arrives ensuite, donc ton mari s'expatrie au Vietnam. Tu suis, après une fois être arrivé au mot que tu n'aimes pas, à la retraite. Oui. Tu as maintenant cette maison d'hôtes, mais comment t'es venue l'opportunité justement d'avoir cette maison d'hôtes? Alors c'est tout à fait anecdotique, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint mon mari la première fois, donc fin 2020, je m'étais mis en disponibilité de l'éducation nationale pendant quelques mois et je me suis retrouvée sur le premier semestre 21 à découvrir le pays tout simplement, mais dans des conditions absolument incroyables, c'est-à-dire un pays fermé, en lockdown complet, où à l'intérieur des frontières vietnamiennes, nous pouvions circuler sans aucun problème. Et alors du coup, évidemment, on s'est retrouvé dans des conditions ultra exceptionnelles, circuler librement, pas de touristes, accès à une hôtellerie très peu chère. Donc on s'est baladé. On s'est baladé sur des week-ends, sur des petits congés. Et entre autres, on est venu à Hoi An parce que moi, toujours cherchant du patrimoine, j'avais référencé un peu au Vietnam les sites UNESCO, toujours très culture, voilà. Donc, on est venu ici à Hoi An et là, coup de cœur. Coup de foudre. Coup de foudre total. Et pourtant, dans une ville, pour ceux qui connaissent Hoi An, ça peut paraître très étrange, mais une ville où toutes les échoppes étaient fermées, toutes les devantures étaient closes. Hoi An était une ville fantôme. C'était incroyable. Mais un coup de foudre pour cette architecture, cet urbanisme, cette campagne qui est magnifique, ce bord de mer, ces pêcheurs, tout ça. Enfin, sur un rayon géographique très très resserré, il y avait plein d'atouts. Et nous sommes venus dans cette maison qui était une maison d'hôtes, déjà. Et on avait trouvé l'emplacement absolument super. Puis après, on en est parti, on a continué la villégiature. Et puis, quand je suis rentrée en France pour reprendre mon travail, nous avons reçu un beau jour un mail des anciens propriétaires de cette guest house qui décidaient de rentrer en France, qui abandonnaient le projet parce qu'avec la pandémie, ils n'ont pas pu tenir. Et nous étions tout simplement dans le répertoire de clients. Et comme c'était le moment où on travaillait beaucoup avec mon mari à échafauder le coup d'après, c'est-à-dire le moment définitif où je le rejoignais d'une activité, on s'est positionné et il se trouve que ça a fonctionné comme ça aurait pu ne pas fonctionner. Donc pour répondre, coup de dé, coup de foudre, et opportunité tout à fait improbable, ça aurait pu être autre chose. Voilà. C'est quand même dingue comme histoire, comme quoi ça... Oui. Ouais, on dit souvent quand les planètes doivent s'aligner, c'est comme quand elles ne doivent pas. Là, elles se sont alignées, clairement. Elles se sont alignées, ouais, et petite question, petite curiosité. Mettons, il n'y aurait pas eu cette opportunité de la maison d'hôtes, qui s'appelle d'ailleurs la maison d'Indochine, on va faire une petite visite juste après. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait ici au Vietnam?
C'est une bonne question. J'avais commencé à chercher un peu dans le secteur artistique, des galeries à Saigon, parce que en fait, comme mon mari dirige une entreprise à Saigon, la logique de rejoindre mon mari, c'était quand même qu'on se retrouve après l'éloignement lié à la pandémie, le fait qu'on soit retrouvés l'un et l'autre dans deux pays fermés à distance, etc. C'est quand même de revivre ensemble. Ça peut paraître basique, mais c'était quand même l'idée première. Bon. Et donc, je cherchais plutôt sur cette grande mégapole économique qu'est Saigon, des idées. Le milieu, j'avais commencé à regarder deux choses. Le milieu des galeries d'art, parce que ça résonnait évidemment avec mon cœur de métier, d'études et tout ça. Mais dans le même temps également, le milieu associatif, notamment autour de l'humanitaire. Il y a énormément d'associations caritatives et de grosses associations liées à des ONG qui ont pignon sur rue ici au Vietnam, qui s'occupent de pauvreté, qui s'occupent d'éducation. Donc, c'était plutôt dans ce champ-là que j'avais commencé à mener quelques investigations. Dans le domaine également de la traite encore des filles, du statut des femmes. Donc, moi, c'était un petit peu ces différents champs sur lesquels dans lesquels je m'informais. Voilà. Et c'est sûr que tout ce qui était artistique, culturel, éducation, alors sans doute aussi que la veine, on se refait pas, c'est-à-dire que quand vous avez travaillé 40 ans dans les institutions publiques de l'État, avec la notion de service public, vous êtes intéressé par les autres et vous êtes quand même dans des démarches où vous voulez aider. Donc, s'il n'y avait pas eu la maison d'hôtes, sans doute que j'aurais poussé le bouchon dans le domaine des ONG et notamment sur les fibres d'éducation et tout cela. Alors après, ça prend du temps parce qu'il faut de l'information, il faut qu'il y ait des rencontres humaines qui se fassent, il faut que la proposition de compétences qui est la vôtre puisse correspondre à des besoins du moment. Mais sans doute que je serais allée vraiment investir et toquer aux portes de ces ONG et avec sans doute plus de chances de réussite que sur les galeries d'art où c'est plus aléatoire, j'allais dire. Voilà. Bon. D'accord. Il y avait, en tous les cas, c'était les idées. Donc, si la maison d'hôtes ne serait pas arrivée, tu serais potentiellement dirigé vers un côté artistique ou vers des ONG, des associations. Bon, l'opportunité s'est présentée. Est-ce que tu trouves que la maison d'hôtes t'apporte aussi un petit côté artistique et culturel? Oh, tout à fait. À deux titres, parce que le fait qu'elle soit implantée dans une zone éminemment touristique et patrimoniale, avec un foyer d'artistes ici qui vivent à Hoi An, qui est beaucoup plus important que ce que je subodorais au départ. Il y a beaucoup d'artistes vietnamiens qui vivent à Hoi An, qui ont leur atelier, qui y travaillent, mais qui n'exposent pas ici, qui exposent à Shanghai, à Hong Kong, dans le 7e arrondissement parisien, des trucs des céramistes, des peintres, des laquistes. Donc ça, déjà, il y a un terreau de culture dans un territoire de charme très paisible, où il y a, entre Hue, Hoi An, Da Nang, là, il y a un triangle installé de gens qui sont dans ces secteurs-là. Bon. Donc, il y a ça. Deuxièmement, la maison d'hôtes m'attire automatiquement une clientèle qui voyage, qui transite bien sûr entre le nord et le sud, sachant que Hoi An se situe au milieu, donc c'est génial, mais qui est intéressé par du patrimoine, qui est intéressé par de la culture, qui pose beaucoup de questions. On a des journalistes, on a des médecins, on a là encore, on a eu la rédactrice en chef du Monde, on a pas mal d'intellectuels ou de gens qui ont de l'appétence pour la culture, qui veulent aller voir les sites, qui veulent aller voir des musées, qui veulent comprendre le Vietnam, et ça génère beaucoup de discussions et de jolies rencontres. Donc, réponse,
oui, la maison d'Indochine, au travers d'une part de la clientèle qu'elle reçoit, de son implantation géographique dans ce territoire qui est riche, et puis, alors modestement pour l'instant, parce qu'on est quand même dans nos débuts de cette nouvelle activité, on initie quand même quelques petites expériences culturelles. Moi j'ai à cœur qu'il y ait 2-3 temps dans l'année où la maison s'ouvre à un événement. Il peut être sportif, il peut être de culture, pour faire en sorte que la maison, on l'ouvre aussi sur des gens qui vivent par ici. Et j'en veux pour preuve, fin avril dernier, on a monté un premier week-end culturel, donc où je suis allée chercher des universitaires au sein de l'École française d'Extrême-Orient, qui est une très belle maison affiliée au CNRS chez nous, qui rassemble des anthropologues, des géographes, des historiens, des archéologues, et qui peuvent être convoqués sur des thématiques diverses et variées. Donc là, on a fait un premier week-end culturel autour de la ville vietnamienne, où j'ai une géographe qui s'appelle Fanny Kertamp, qui nous a mis en perspective sa connaissance urbaine de Hanoï, Saigon, et de la spécificité d'Hoi An, une ville qui n'a pas bougé depuis la fin du XVIIe siècle, dans une perspective aussi politique du moment, comment aujourd'hui le pays prend en charge son patrimoine, comment il le valorise. Et donc en fait, on a eu des voyageurs évidemment qui résidaient à la maison, on a ouvert à des gens qui vivent ici dans le secteur Hoi An Da Nang, et globalement il y avait une communication universitaire d'1 heure, on a débattu après autour d'un bel apéritif sur le rooftop. Le lendemain, le dimanche matin, on est allés tous faire une visite universitaire, clients, voyageurs, guides touristiques aussi de Hoi An, des guides francophones. Dans le vieil Hoi An pendant toute une matinée, et voilà, donc ça il peut y avoir quelques événements que nous allons générer qui sont, j'allais dire des petits tremplins, des facteurs d'impulsion de la maison qui vont dans ces domaines, de culture, d'échange, et de porter la connaissance pour mieux connaître ce pays. En fait, quand on voyage. Quand on voyage, on voyage de mille et une façons. On voyage parfois avec un calendrier très serré parce que les contingences professionnelles font que on n'a que 15 jours de vacances. On arrive au Vietnam et on veut en voir le plus possible, donc on a du temps minuté. On observe des choses, mais on n'a pas forcément les clés pour comprendre. Donc, je trouve intéressant que la maison d'hôtes puisse, sur le chemin du voyage, des gens qui passent par chez nous, qu'il puisse y avoir des petits décryptages, des échanges, d'expériences, d'observations, et puis qu'on puisse les renvoyer aussi vers, là pour le coup, des communications scientifiques, notamment de cette école française d'Extrême-Orient, qui sont vraiment de belle qualité. Donc Biblio, je donne mes adresses de bons libraires. Voilà, il y a un peu ça dans la vie de la maison. Donc voilà, réponse à la question oui, la maison d'hôtes, son implantation et la manière dont on pense son animation vont quand même dans ces champs-là de culture, d'échange et de mise en relation de gens, y compris, je pense, sur le plan, pour refaire la boucle avec les centres d'intérêt qui m'animaient à l'arrivée au Vietnam, que sont les ONG, la forme d'entraide des populations. Voilà, la maison, elle finance aussi, alors comme on peut tous financer les uns les autres, des associations caritatives ou de médecins. Voilà, on soutient, nous deux, la maison d'Indochine, elle soutient 2 belles associations ici au Vietnam, dans le domaine de la pauvreté et puis la traite des filles. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi ces associations qui, à un moment donné, souhaitent faire un petit événement ou rassembler des gens. On privatise la maison et on fait. Voilà. Ok. Donc là, pour le moment, on te sent épanoui avec la maison d'hôtes au niveau social, culturel et artistique, mais on ne vit pas d'un monde tout beau, tout rose. Non.
tu as dû forcément rencontrer quand même quelques difficultés, que ce soit culturelles à titre peut-être personnel, mais également professionnel, en montant cette maison d'hôte qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu faisais avant. Ben ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quelles ont été justement tes difficultés d'ordre professionnel liées à la maison d'hôte? Alors, les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Celles qui me viennent tout de suite à l'esprit. Difficultés à cause de la barrière de la langue et de la méconnaissance de la culture vietnamienne, de réaliser tous les actes du quotidien. C'est-à-dire que si je fais une comparaison, d'avoir eu le même projet en France, j'aurais eu les difficultés liées à je passe d'un secteur professionnel où je suis en pleine maîtrise de tout à je passe à quelque chose où je suis en maîtrise de rien parce que tout est neuf et tout est à bâtir. Mais je suis en France, donc je vais trouver mon boulanger, je vais trouver mon pâtissier, je vais trouver mon livreur d'eau, je vais pour aménager ma maison, changer de meubles, je sais aller à tel magasin, tel magasin, tel magasin, tel magasin, je sais commander en ligne et je communique très très facilement. La même chose au Vietnam, aller chercher son boulanger, aller chercher où est-ce que je trouve pour refaire des clés parce que j'avais pas de clés, enfin tout. Les petites choses d'un quotidien pratico-pratique, matériel, devenaient pour moi une sorte de croix parce que je ne savais pas où chercher. Et avec mon staff, et c'est encore vrai aujourd'hui, on communique avec des transcripteurs sur les téléphones. Alors avec des moments drôles, des moments moins drôles, mais en tous les cas, pour moi, ça a été une très grosse difficulté et ça reste encore une difficulté, même si j'en ai estompé au fil du temps. Et puis l'autre, c'est de poser des actes qui puissent être compris des gens qui vous environnent. C'est-à-dire, moi j'arrive quand même française dans un village où autour de moi il y a des fermiers qui travaillent dans les jardins, dans les fermes d'élevage de crevettes, dans la riziculture, pour lesquels je suis un peu un extraterrestre quand même, évidemment. J'y amène des clients qui arrivent là, en gros SUV, qui s'installent, ils voient une hôtellerie. Est-ce que quand je mets un panneau, quand je suis en train, comme en ce moment, de faire un jardin, je vois passer les gens du gouvernement qui viennent me demander ce que je fais. Donc j'ai toujours un peu des inquiétudes. Est-ce que je suis bien dans les clous? Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que je suis respectueuse? Alors bien sûr, je m'informe. Bien sûr, je demande conseil à des amis vietnamiens. Mais ça reste toujours pour moi un sujet de difficulté et d'inquiétude pour faire les choses correctement. Et du coup, c'est lent. Alors, pour une fille pressée comme moi, ça, c'est raide. Ça peut être frustrant parfois. C'est frustrant. C'est frustrant. Donc, on arrive à faire tranquillement. On a des petits succès, mais ça prend un temps fou. Et il y a des moments, je me dis, mais on a fait quand même un sacré grand plongeon, là. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, indépendamment des côtés absolument magnifique du projet, mais l'installation matérielle d'une activité totalement nouvelle, c'est déjà pas facile, mais l'installer dans un pays où vous n'avez pas les codes, pas les références et les freins de communication que je viens de rappeler, je vais reprendre le terme de retraite qui ne me plaît pas. C'est un beau projet, mais ce n'est pas une retraite tranquille. Ce n'est pas complètement cool. D'accord. C'est très animé, là. Je ne m'ennuie pas. Voilà. C'est bien. C'est bien. Est-ce que d'autres difficultés que tu pourrais mentionner qui ont été liées vraiment à l'activité? Alors, les difficultés qu'on a eues, mais là, elles étaient conjoncturelles. Ça ne veut pas dire qu'on les a autant. Les deux que je viens de rappeler
sont valables pour tout projet qu'on montrait en territoire vietnamien, pour pour un étranger, quel qu'il soit. Hein. Là, je vais en évoquer un troisième type, c'est la réalité du lieu qu'on a repris. C'est-à-dire que on avait, je vous ai dit, on a eu un coup de cœur pour ce lieu. Alors, le lieu d'Oyan, mais aussi de cette maison et de son implantation dans ce village absolument exceptionnel. Bon. Et comme toujours, quand on arrive dans un lieu, on n'en voit que les côtés scintillants. Sauf que quand on nous a remis les clés, on a découvert une maison dans un état épouvantable. Alors quand je dis un état épouvantable, comme ça, quand on entrait, il y avait des fleurs partout, c'était bien décoré, voilà. Mais état épouvantable, c'est-à-dire une maison qui prenait l'eau de toutes parts. Donc dans un pays tropical, je ne développe pas, mais on peut imaginer que en période cyclonique, on avait une montée d'escalier qui se transformait en torrent. J'avais des bassines dans toutes les chambres, donc j'ai été incapable de recevoir du public dans les premiers mois. Voilà. Des huisseries en bois qui prenaient aussi l'eau de toutes parts. Alors, dû à tout simplement deux phénomènes successifs. Un premier qui est qu'un bâti dans un pays tropical se dégrade 3 à 4 fois plus vite que le même bâti dans un pays d'Europe occidentale comme la France, ça déjà. Et deuxième facteur, c'est que les prédécesseurs n'avaient pas pu faire d'entretien pour des raisons de dividendes, parce qu'ils ont ouvert une activité le 1er mars 2020 et se sont pris de plein fouet la pandémie. Donc la propriétaire vietnamienne des lieux n'a fait aucun entretien pendant 3 ans, parce que plus de loyer qui rentrait, plus de commerce qui fonctionnait, plus d'argent liquide pour faire fonctionner. Donc, quand vous avez un bâti qui se dégrade déjà très très vite, parce qu'il est soumis à des températures colossales et des pluies colossales, et que pendant 3 ans, vous n'y faites aucun travaux, sans dire qu'il y avait sans doute des petits déficits, c'est même pas sans doute, s'il y avait des déficits dans le bâti originel, vous vous retrouvez avec une maison où vous commencez pas à faire de la décoration et changer l'identité de votre maison d'hôte. Vous commencez par le commencement, c'est-à-dire vous essayez de mettre votre maison hors d'eau. Et ça, honnêtement, toute l'année 23, c'est-à-dire à partir du moment où je suis arrivée définitivement en janvier donc 23, les 6 premiers mois, je n'ai été que conducteur de travaux. D'accord. Oui, honnêtement, c'est pas une caricature. Donc ça, il me tardait de passer à des phases de construction, d'aménagement et surtout de faire naître l'identité de la maison, développer les partenariats avec lesquels nous voulions nous associer, quelle était la niche, non pas de public, mais enfin d'identité de la maison, qui est une maison d'hôte à la française, porté par des Français, ouvert sur ce pays absolument magique qu'est le Vietnam. Mais bon, donc il fallait bâtir tout ça. Mais imaginez-moi, Pascal, les 6 premiers mois de janvier à juin, avec un casque de chantier, des équipes de 6 à 7 Vietnamiens tous les jours, au milieu du ciment, des plâtres, des peintures, des menuisiers, que sais-je, parce que voilà. Et ça, on l'avait pas du tout anticipé. Voilà. Donc ça a été conjoncturel au bâti. On aurait très bien pu avoir un coup de dé d'un bâti beaucoup plus sain et on serait parti peut-être plus vite sur d'autres sujets dont on s'occupe maintenant. Voilà. Donc ça, c'est en plus des difficultés, donc culturelles que tu as rencontrées au début. Donc le fait d'arriver dans un pays qui est vraiment différent, quoi. C'est pas comme si tu allais en France ou en Italie. Ah mais complètement. Donc ça déjà c'était compliqué. En plus, tu arrives sur un bien qui était pas tip top encore. Oui, c'était pas tip top. Donc. Qui se dégradait, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça c'était les difficultés d'ordre professionnel. Oui, exactement. Maintenant, petit aparté dans laquelle Pascal va vous présenter sa magnifique maison d'hôte, la maison d'Indochine. Vous allez voir, c'est un endroit splendide. Perso, j'adore. Ok Pascal, donc on va passer aux présentations de ta maison d'hôte.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler du concept de la maison d'hôte? Ah, c'est très important. Parce que fatalement, la maison d'hôte, c'est pas un hôtel. Donc, c'est important d'expliquer à des voyageurs le concept d'une maison d'hôte à la française. Alors, à la française, bien sûr, parce que c'est notre culture, mais surtout parce que le niveau de confort et puis la conception de la maison d'hôte française, c'est pas le B&B anglais. Donc, pour définir plutôt de ce que c'est plutôt que de ce que ce n'est pas. Donc, d'abord, c'est une maison. C'est une maison dans laquelle on vit et on reçoit des voyageurs comme si on les recevait chez nous. Donc ça change beaucoup par rapport à un hôtel avec une réception 24 heures sur 24. Donc on n'a pas de réception. Quand on réserve à la maison, on nous donne approximativement l'horaire d'arrivée pour qu'on soit vraiment là et qu'on fasse un accueil chaleureux, de bienvenue et qu'on explique les règles de vie de la maison qui sont finalement assez simple parce qu'une fois que les gens ont fait la visite de la maison et se sont installés, ils ont les clés et ils sont comme chez eux, c'est-à-dire ils partent, ils ferment, ils rentrent quand ils veulent et la seule chose qu'ils ont à savoir, c'est l'horaire du petit déjeuner, le matin et le contenu. Voilà, donc en fait quand on les accueille, on fait la visite de la maison et on explique 2-3 règles de vie en communauté. Et puis on se met aussi à disposition parce qu'il y a un vrai service de conseil ou d'encadrement des voyageurs. Et ils ont besoin de vélos, et on va leur produire des vélos. Ils ont besoin de louer une moto, on va louer une moto. Ils ont besoin de bonnes petites adresses pour aller manger, pour se retrouver sur une petite plage tranquille, pour aller visiter tel ou tel coin, faire le pas de côté pour pas se retrouver dans le flot touristique, partager un bon moment dans un lieu un peu atypique, que sais-je, ou répondre à des besoins bêtement domestiques qu'ils peuvent avoir, de gestion des enfants, que sais-je. Bon. Donc, en fait, c'est vraiment l'esprit maison qui domine. Plus basé sur le service et le côté social, c'est ça? Voilà. Et puis l'échange de culture. Ce qui fait, je pense, le label de la maison, c'est d'abord la langue. Parce que bon, on accueille 80 à 90% de public francophone, de voyageurs francophones, c'est énorme. Le reste étant des anglo-saxons type anglais, canadien, américain également, voilà. Mais en fait, on constitue une halte dans le voyage au Vietnam où quand les gens arrivent, ça nous fait beaucoup rire. Ils nous disent enfin, ça parle français, parce que la barrière de la langue au Vietnam fait partie. Ça et les distances, ça fait partie quand même des choses à bien avoir en tête. Donc, et c'est le moment où on va pouvoir débriefer sur leurs observations aussi de voyage. C'est un moment souvent de partage. En tous les cas, voilà, le concept de la maison d'hôte, c'est comme la maison d'hôte en France. On va chercher un hébergement différent, plutôt de charme. Avec des attentions et un encadrement de conseils et de services très différents d'une hôtellerie alors qui va être plus professionnel que nous qui sommes des amateurs, hein, parce que voilà, les gens arrivent chez des particuliers, mais un vrai lieu de partage et de rencontre, avec l'avantage d'une petite structure, c'est-à-dire c'est pas l'usine d'un resort, c'est pas il y a une identité, voilà. Culturel, personnel, de décoration, qui va être vraiment très différent d'une hôtellerie plus classique, j'allais dire. Et puis le dernier point, peut-être pour la maison d'Indochine spécifiquement, c'est que on est logé dans un lieu absolument incroyable, c'est-à-dire on est sur un îlot de rivière, encadré de jardins classés, d'une très très belle nature, dans un village authentique, et on est à 1 kilomètre de la plage et à 2 kilomètres de la vieille ville classée UNESCO. Donc on est dans une sorte de petit cocon totalement caché, calme fatalement, et qui est proche de tout. Et on circule dans des conditions très très faciles, en 2 roues, voire les taxis, c'est très facile et très peu cher. Donc du coup, cette note de charme de la maison d'hôte, particulièrement située là où elle est placée, font que la maison est un mode d'hébergement très très différent de l'offre
hôtelière qui est pléthorique ici dans ce secteur touristique d'Oyane. D'accord. Tu nous fais visiter du coup? Bien, oui, bien sûr, on fait visiter. Alors, quand on arrive, alors c'est toujours très très drôle parce que quand on arrive, les voitures arrivent ici sur l'îlot et hop, posent à l'angle de notre rue. Et il y a toujours des yeux écarquillés. Où est-ce qu'on arrive? Parce que c'est pas une entrée d'hôtel. Il n'y a pas un liftier, le bagagiste, ben non, il n'y a pas. Il y a des jardins, mais où est l'entrée? Voilà. On va souvent accueillir les clients à la descente de voiture, là, juste au bout du chemin. On arrive ici, alors, bon, la petite vue sur ce jardin. Moi, j'ai un voisin qui a ce potager absolument tiré au cours d'eau, qui est une pure merveille, qui attire le regard systématiquement des gens quand ils arrivent. Et puis, on les fait rentrer tout de suite. Alors, notre entrée, on rentre par la piscine. On a une petite piscine, mais qui joue vraiment son rôle de rafraîchissoir et surtout le bassin où tout le monde se retrouve pour discuter. Donc finalement, pas grand, mais c'est le cœur de la maison. Voilà. Donc, on arrive par ce bassin et l'entrée de la maison. Dans quelques temps, on va avoir un très beau jardin là, puisqu'on vient de louer le terrain contigu. On va gagner en espace pour faire une belle terrasse de petit déjeuner le matin. On manquait un petit peu d'extérieur puisque nous avions que le bassin d'entrée et le rooftop jusque là. Donc, d'ici le mois prochain, ça y est, on est vraiment au milieu d'un jardin tropical. Je pense que ça va bien partir avec le démarrage de la saison des pluies. Donc voilà. Puis on arrive avec les valises et puis on rentre dans le lobby d'accueil, on s'y installe pour un rafraîchissement parce qu'on arrive généralement bien transpirant après une longue route ou un retard d'avion, que sais-je, voilà. Et puis c'est le moment de se présenter tout simplement parce que la première question des gens va dire vous êtes là depuis quand? Mais comment ça se fait que vous êtes là? Et ça part comme ça, quoi, là. Et puis on donne les clés de vie de la maison et puis on fait visiter. On monte systématiquement sur le rooftop une fois que l'installation dans les chambres est faite parce que de là-haut on a une vue à 360 degrés et ça vaut tous les discours du monde pour poser les premiers points de repère. Donc à la fois ils sont arrivés, ils ont débarqué de la voiture, ils se disent mais où suis-je? Et dès qu'ils sont montés sur le toit, ils savent qu'il y a 3 rues qui arrivent sur un axe principal, qu'ils ont la mer là, la ville là, ils tournent à gauche c'est la mer, ils tournent à droite c'est la ville. Tout est dit. Tout est dit. Et du coup c'est drôle parce que on voit en l'espace, 40 minutes chrono, l'inquiétude de la descente de voiture, l'arrivée, oui, on est dans une maison. Bah oui, on est dans une maison, voilà. Mais on monte, la chambre, c'est sympa. Puis on monte sur le toit, c'est joli. C'est vrai que c'est fantastique. Et on a nos clés. Vous voulez des vélos, et 40 minutes après, ça y est, ils se sont repérés, ils sont à la maison. Et alors, on prend les serviettes, on va à la plage, on revient, on dit tiens, ça serait bien qu'on ait ça. On a nos petites communications WhatsApp, on s'écrit, on se textote pour être réactif quand les gens ont des besoins. Puis chacun vit sa vie, quoi. Voilà. Donc c'est voilà. La maison d'hôte, voilà, il faut penser le concept à la française et puis bien penser qu'on arrive dans une maison de particuliers qui ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie, mais qui ont toujours aimé recevoir et qui vous accueillent voilà, comme des hôtes singuliers. Avec lesquels on va pouvoir passer un bon moment, soit en totale indépendance parce que les voyageurs vont faire ce choix-là, ou ils vont être très demandeurs de temps partagé et quand on le peut, on partage un apéro, on partage une balade, on peut partager un parcours de golf, on peut partager, ça dépend comme les choses, et puis ça dépend des rencontres aussi avec les gens de passage. Parfois, il y a des rencontres qui se font et on voit les gens partir ensemble faire une balade. Et puis d'autres, on ne fait qu'échanger quelques mots ou quelques observations d'itinéraire au Vietnam au moment du petit-déj. Mais bon, voilà. Du coup, ça fait sans doute un mode d'hébergement assez atypique et personnalisé. Et qui peut être intéressant dans le cadre d'un voyage. En tous les cas, c'est une bulle, une petite bulle de France, rien que par rapport à
à la langue, sans parler que c'est une petite bulle aussi de France, parce qu'on ne se refait pas. On aime le bon vin et la bonne chair et que les plateaux apéros sont toujours assez bien prisés. Alors qu'on dit au Vietnam et qu'on adore la cuisine vietnamienne qui était absolument excellentissime, parfumée, peu grasse, magnifique. Mais quand même au bout de 8, 10 jours, 12 jours au Vietnam, on sent que, voilà, un petit verre de vin, une petite planche de charcuterie, on revient aux sources. Bon voilà, c'est en tous les cas l'esprit maison qu'il faut retenir. Top, top, top. Maintenant, c'est parti, on va voir les chambres. Oui, absolument. Allez, on lance la visite de la maison d'hôte. Donc, comme je l'évoquais, la maison d'hôte a 5 chambres. 2 chambres familiales donc qui sont conçues avec 2 grands lits. La première que je vous fais visiter, qui est située en rez-de-chaussée. Donc, un grand lit et un deuxième grand lit à baldaquin, alors souvent pour les parents, là pour les enfants. Cette grande chambre située au rez-de-chaussée est particulièrement intéressante parce qu'elle a les toilettes séparées de la salle de bain avec bain que nous verrons. Et le fait d'être en rez-de-chaussée, elle est à proximité du lobby d'entrée avec la cuisine qui permet aux familles des fois d'accéder, à réchauffer des biberons rapidement, facilement, et puis aux jeunes de circuler mieux qu'ils le veulent. En tous les cas, voilà, ce sont les chambres familiales, elles font à peu près avec la partie toilette 40 mètres carrés. Pour donner une idée, et elles sont toujours dotées de salles de bain avec bain. Comme elles sont spacieuses, on peut y agréger, puisque nous avons ça dans les équipements de la maison, soit un couffin pour des bébés nourrissons entre 0 et 6 mois, soit on vient de s'équiper d'un lit parapluie quand les jeunes sont un tout petit peu plus grands, qui commencent à se dresser, et donc on a l'espace pour mettre un lit parapluie ou une nacelle couffin quand les parents ont un bébé. On a l'espace qu'on ne pourrait pas avoir dans les petites chambres. Voilà. C'est pratique, toujours avec une décoration, les chambres qui sont aux couleurs de l'Indochine, puisque pendant la période coloniale, le vert et le bleu étaient des couleurs vraiment dominantes. Beaucoup de velours, bien évidemment du mobilier en bois plutôt foncé. Donc là, on a mis des lits bambou parce que évidemment, c'est l'hommage au Vietnam. Et puis, pour l'instant, dans nos chambres, des photographies de l'artiste Réan, du photographe français, dont c'était la première maison à l'origine. Un petit tour pour avoir un peu l'idée de la salle de bain. Donc voilà, joli baignoire, carrelage à l'ancienne, et puis une robinetterie soignée en laiton pour garder un cachet de cet univers un petit peu brut. Et puis petit à petit, on personnalisera les chambres, tranquillement, mais ça fait un bel espace. En tous les cas, cette hutte familiale est très, très appréciée, et elle a une ouverture petit jardinet qui est aussi intéressante quand il y a les enfants, ou pour les fumeurs d'avoir un petit coin avec un petit salon de jardin qui permet d'aller fumer sa cigarette aussi, et qui est complètement indépendant du coup dans la maison. Voilà, donc une grande chambre familiale au rez-de-chaussée. Donc les autres chambres sont au premier étage de la maison. Donc il y a une deuxième chambre familiale comme celle du rez-de-chaussée, et 3 autres chambres doubles qui sont de dimension plus petite, 25 mètres carrés à peu près, avec la partie cabinet de toilette, un grand lit. Literie confortable, toujours les couleurs de l'Indochine. Nous avons 2 de ces chambres qui ouvrent sur le bassin d'entrée de la maison, et surtout sur les très jolis jardins organiques avec le bras de rivière qui passe devant la maison, là, puisque nous sommes dans un village qui est classé pour ses jardins, qui cultive principalement les herbes aromatiques de la cuisine vietnamienne. Et comme on est sur un îlot de rivière, on a ces bras de rivière avec ces bassins d'élevage
d'élevage, beaucoup de scènes de buffles d'eau. Donc les deux chambres qui ouvrent sur le bassin d'entrée des jardins ont une vue vraiment très très authentique. Voilà. Ces chambres doubles de petite dimension sont dotées d'une petite salle d'eau avec douche à l'italienne, toujours même configuration de décoration, des carreaux de ciment à l'ancienne, des murs de ciment brut, et puis voilà à peu près ce que je peux dire sur les chambres. Donc 3 de 25 mètres carrés et 2 de 40 et quelques mètres carrés. Donc les 2 grandes familiales avec bain, douche incorporée bien sûr, mais avec bain, et les 3 plus petites qui sont avec douche à l'italienne. Après la maison, on va continuer à circuler. On a un 2e étage où on a un appartement privatif parce qu'on vit dans la maison d'hôtes, voilà, nous aussi. Et puis dernier étage, c'est un rooftop à partir duquel on a une magnifique vue et qui est organisé avec des sofas et qui était particulièrement agréable au coucher du soleil pour aller y prendre un verre, un apéritif et discuter entre amis. Beaucoup plus difficile d'y accéder en pleine journée sous ces latitudes, sauf l'hiver, c'est-à-dire entre, on va dire, fin novembre, fin février. On peut y être toute la journée s'il ne pleut pas, bien évidemment, où là, les températures sont quand même beaucoup plus clémentes. On est sur des 26-27 la journée, alors qu'actuellement, on est sur des températures entre 36 et 38 et que, voilà, il y fait vraiment très chaud. Mais le soir, c'est toujours ventilé et les couchers de soleil sont à se damner et donc c'est un lieu agréable. Voilà un petit peu sur l'architecture, j'allais dire, de la maison, entre le rez-de-chaussée accueil plus une suite familiale, un premier étage avec 4 chambres, un 2e étage avec un appartement privatif et ce dernier étage donc ouvert au sofa et à la belle vue à 360 degrés autour de la maison. Maintenant, si la maison d'Indochine vous plaît et vous désirez y séjourner une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et en 2 minutes, vos nuits sont réservées. Donc là, tu nous as parlé on a parlé des difficultés, entre guillemets, d'ordre professionnel qui sont liées à la maison d'hôtes. Oui, tout à fait. Mais maintenant, d'ordre personnel, quelles sont les choses les plus dures, notamment dans ton adaptation au Vietnam, les différences entre ici et la France? Donc, quelles sont les choses les plus dures au quotidien à vivre? Alors, peut-être 2 choses. La première, la solitude. La solitude, alors, la solitude, pourquoi la solitude? C'est parce que je suis seule à diriger la maison, puisque mon mari est à Saigon et qu'il navette entre les 2 villes, il n'est pas toujours avec moi. Et que je suis avec un staff vietnamien avec les limites de communication que j'ai évoquées précédemment. Donc, je rencontre à la fois beaucoup de personnes de passage, des voyageurs, ça c'est très émulateur, mais j'allais dire, je me retrouve quand même très souvent seule avec moi-même. Bon. Je n'ai pas encore installé un réseau qu'on pourrait qualifier d'amis ici. J'ai des partenaires que je vois de temps en temps, mais pour des besoins commerciaux. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de phases où je me sens seule. Et parfois, ça, c'est vraiment pesant. Et cette solitude, elle est aussi, comment dire, renforcée par le fait que je suis dans un pays qui m'a éloignée de ma propre culture et de ma propre, mon réseau d'aires de jeu et de socialisation qui sont, on le sait tous, notre famille, nos amis de longue date, et puis tous les réflexes culturels qu'on a. Moi, vivant à Paris, j'étais tout le temps au concert, j'étais tout le temps dans les expos, j'étais tout le temps au café, j'avais toujours la presse, j'étais tout le temps enfin, en plein bouillonnement, j'allais dire, de ce qui fait la vie d'une société. Vous allez au cinéma, vous allez... Bon. Et ça, tous ces réflexes-là, pouf, ils tombent au Vietnam. Donc, c'est remplacé par d'autres choses, mais même si je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses,
Ça me manque. Donc, fatalement, je suis en recherche d'équilibre entre France et Vietnam pour, de temps en temps, aller me ressourcer sur ce qui fait mon ADN. Voilà, parce qu'il y a des moments où j'y pense pas du tout, où je suis très bien, je suis très contente d'être au soleil, d'avoir de la lumière, d'avoir du nouveau. Puis il y a d'autres moments, oui, vous savez, c'est comme tout ce qui vous nourrit et vous a nourri pendant des décennies. Vous vous rendez compte à quel point vous étiez si bien nourri à partir du moment où vous l'avez plus, où vous l'avez moins. Oui. Voilà. Donc, je dirais que à titre personnel, c'est cela. Et puis peut-être aussi, c'est en train de s'estomper. Hein. Je me sens beaucoup plus sûre de moi qu'il y a 2 ans en arrière, vous vous en doutez, mais c'est une petite angoisse ou tout au moins une inquiétude, peut-être que le terme d'angoisse est trop fort, de se dire, est-ce que je vais être capable de réussir d'abord ce projet de maison d'hôte qu'on a plébiscité au départ et dans lequel on a foncé avec mon mari, mais alors tête baissée. Voilà. Est-ce que je vais être capable de le réussir? Et puis, est-ce que je vais être capable de vivre sur une durée, je ne sais pas combien de temps nous serons au Vietnam, mais en tous les cas, le projet il peut se dérouler que sur un plan pluriannuel. Donc, comment je vais vivre et supporter et accepter cette nouvelle vie dans la durée, parce que c'est une chose de s'expatrier 1 an ou 2 ans parce que vous avez un contrat d'entreprise qui vous amène à tel endroit, mais vous savez très bien que dans 2 ans, vous rentrez à Paris. Bon, c'en est une autre de s'installer pour une durée indéterminée. Et donc, parfois, j'ai une forme d'inquiétude de dire, est-ce qu'on n'a pas fait de bêtises? Est-ce qu'on va réussir cette affaire? Est-ce que tu n'es pas en train de te coincer aussi? Voilà. Et bon, voilà, il y a toujours la fierté, l'ego qui prend un peu le dessus, dire oui, on va y arriver, mais voilà, il y a des phases de doute, quoi. Voilà. Donc, il y a peut-être un petit peu tout ça mais solitude et déracinement, oui, ils sont là. D'accord. Est-ce que tu dirais que tes inquiétudes, elles sont aussi liées au fait que maintenant, tu n'as plus 20 ans, tu es à la retraite, et du coup, ça peut te faire réfléchir et te dire, est-ce que ça a été un bon choix, justement, de faire un investissement dans une maison d'hôte, justement, en sachant que ce n'est pas quelque chose qui sera pour 6 mois. Et est-ce que tu penses que, justement, c'est vraiment ça qui est la base des inquiétudes, parce qu'il faut vraiment se projeter dans le futur, et pas dans un futur à court terme? Est-ce que, je vais juste même plus pour être précis, si tu serais parti sur une autre activité, par exemple, tu aurais bossé pour une galerie d'art, est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes inquiétudes? Non, parce que j'aurais pas eu les mêmes inquiétudes, parce qu'à partir du moment où on a une activité qui est où on est, je vais dire vulgairement salarié, où on est au service, vous voyez, d'un directeur de galerie, d'une association qui a déjà son staff de direction et d'orientation, etc. Bon, on est un élément. J'allais dire, on a toute l'attitude de se dire j'en ai marre. Voilà, courtoisement, je vais signifier que le mois prochain ou dans 2 mois, je souhaite arrêter, et puis qu'on va faire juste un petit tuilage pour que quelqu'un prenne la succession. Voilà. Bon, là, c'est pas le cas, parce que c'est mes sous que j'ai mis au départ. Je me suis bâti un business plan. D'ailleurs, ça me fait bizarre de parler comme ça, parce que vous imaginez que dans l'éducation nationale, j'ai jamais parlé de business plan, moi. Donc, il faut qu'à chaque étape bilan, je puisse vérifier que ça suit bien le cours de ce que j'ai prévu. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est moins confortable que d'autres types d'activités où j'aurais pu être
très facilement. Je prends, je laisse, je prends, je laisse. D'accord. Après, ce qui est lié à l'âge, alors effectivement, j'ai 63 ans. Alors, ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a que le miroir qui me rappelle que j'ai 63 ans, parce que dans ma tête, Il y a toujours cette flamme qui brûle. Et qui... c'est-à-dire que cette énergie, c'est ça? Voilà, je me dis, mais quand même, on a démarré là ce projet, mais on l'a pensé et on l'a démarré tête baissée, comme je le disais tout à l'heure, mais comme si on avait 30 ans. D'accord. Alors, et c'est peut-être maintenant où il y a un peu plus de sagesse, ou alors, bon, je fatigue un peu plus aussi, hein, faut dire les choses, que je me dis, non, mais quand même, on est un peu dingue, quoi. Alors justement, on en a parlé à notre fils, on a un fils de 27 ans. Quand on lui a parlé du projet de maison d'hôte, il a dit, bah ouais, c'est sympa, bon. Évidemment, à 25-26 ans, ouais, c'est sympa, mais c'est pas trop. Puis il est venu au Vietnam. Et quand il a pu, le pauvre malheureux, parce qu'avec cette fichue pandémie, autant moi j'étais rentré en avion cargo, mais lui il n'a pas pu rentrer, donc il est venu vraiment différer voir son père qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans et demi. Oui, quand même. Wow, hein, il faut rappeler quand même que tout ça s'est fait quand même sur une fenêtre de tir où le monde était à l'arrêt, avec toutes les difficultés que tout le monde a connues. Mais alors nous, on en a remis des couches évidemment. Bon, et donc quand il est arrivé ici, nous on n'était pas inquiets parce que bon, on connaît le fiston, mais on était très impatients d'avoir son premier feeling. Et on lui dit, ben voilà, tes parents, voilà ce qu'ils viennent de faire, et regarde où on s'est mis au milieu des bassins de crevettes et tout ça. J'ai dit, ils sont un peu dingues. Et là, je vois, comme si c'était hier, il a dit, non mais moi je trouve ça absolument génial. Moi, je trouve ça génial que vous soyez un peu fou. Bon, ça a été dit, voilà, et je me dis, bon, on est quand même, enfin, moi, évidemment, je le ressens plus que mon mari, mais je dis, bon, on n'est encore pas des vieux croutons quand même, hein, voilà, parce que moi, il faut quand même, pour moi, que j'avale, chacun son histoire personnelle, mais bon, voilà, moi, je suis mariée à quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi. Donc, de toute façon, je savais qu'il y aurait à un moment donné ce différentiel où il y en a un qui sera toujours en pleine bourre d'activité et l'autre ne le serait entre guillemets plus. Donc, il fallait joindre ça. Il fallait essayer, bon, on freine tous un peu l'avancée des ans, hein, mais bon, j'avais quand même un petit peu ça en tête. Et le fait de prendre ce projet qui me sortait plus que de ma zone de confort, hein, parce que j'aurais très bien pu dire à mon mari, écoute, bon, c'est bien, tu es au Vietnam, moi je viens de te voir, je fais 2 séjours, 3 séjours dans l'année, mais on a une belle propriété en France, j'y reste, je vais faire mes petites expos à Paris, je vois les copains, et puis de temps en temps, on se fait un petit voyage, et puis roule, quoi, hein, ça aurait pu être aussi ça. Donc c'est vrai que on est parti dans un truc fou, et qu'on a embrassé comme si, je dis, comme si j'avais 25-30 ans. Et c'est plus tout à fait ça. Donc j'espère ne pas fatiguer trop vite. D'accord. Et j'espère que le développement de l'activité me permettra de me faire plus aider. Du coup, et puis je pense que pour accueillir du public, il faut avoir du peps, quoi, parce que j'imagine pas des voyageurs qui arriveraient dans une maison d'hôte avec une mamie qui, voilà, c'est pas top, quoi. Donc tant que je vais avoir le feu sacré et bon, qui reste ma marque de fabrique, mais je suis bien d'accord avec vous qu'un jour ça va se tarir. Mais est-ce que tu trouves quand même que du coup ce challenge, parce que c'est quand même un challenge, hein? Oui, c'est un challenge. Ouais. Est-ce que tu trouves que un challenge a une deuxième vie aussi, une deuxième vie, oui, tout à fait. Mais est-ce que tu trouves que du coup ça t'a donné aussi une deuxième jeunesse en quelque sorte? Ben oui, alors jeunesse au sens garder les méninges et les chakras ouverts, hein, c'est-à-dire ça. Après, bon, moi je me retrouve à faire la sieste maintenant. J'ai jamais fait la sieste de ma vie. Alors d'accord, il y a 38 degrés, ça aide à faire la sieste, mais je vois bien quand même que sur un plan purement physique, je commence à avoir des réflexes d'être un peu plus
cool que ce que j'ai pu développer toute ma vie, à savoir mettre l'agenda de 2 journées en une, des semaines de 60 heures. Voilà. Là, je suis quand même sur un rythme plus pondéré, je vais dire. Quant à la jeunesse liée au nouveau projet, moi, ce que m'a vraiment permis de faire ce projet, c'est de partir la tête haute des fonctions que j'occupais. J'avais un vrai projet, j'étais quasiment l'extraterrestre, si vous voulez, quand je reprends tous mes collègues inspecteurs d'académie à Paris, on est 80. Quand ils m'ont dit Pascal, j'ai dit Pascal, elle part au Vietnam et elle ouvre une maison d'hôtes. Ils ont tous ouvert des yeux comme des soucoupes. Oui, extraterrestre. Mais d'un autre côté, génial parce que donc je suis sortie par le haut dans le sens où 1, j'avais un projet, 2, il était exceptionnel et 3, fatalement. Dès qu'on dit l'ailleurs, avec un A majuscule, ça fait toujours rêver les gens. Quand vous êtes dans une capitale, vous bossez comme un malade, vous avez la grisaille 8 mois de l'année sur 12, voilà. Donc, j'étais une sorte de... Voilà, mon départ a été un peu apocalyptique. Voilà, donc c'est vrai que ça a généré, un positionnement exceptionnel. Et une arrivée exceptionnelle, parce que alors là, pour le coup, moi, la grosse stupeur, c'est que j'étais persuadée d'avoir, malgré le projet, une phase de dépression, au sens, je mets des guillemets, de déprime, enfin, en tous les cas, d'être complètement perdue à l'arrivée. Parce que c'est plus ta zone de confort. Plus la zone de confort, plus mon territoire, toute seule. Bon, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui changent. C'était le raz-de-marée. C'est le raz-de-marée complet, quoi. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La boule d'angoisse professionnelle que j'avais les dernières années, j'étais pas sitôt arrivée là, plus rien. J'ai dormi comme un loir. Évidemment, j'ai été happée tout de suite par toutes ces contingences matérielles du quotidien, à chercher, à faire mes doubles de clés, le peintre, le maçon, mettre ma bassine, les trucs. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'être déprimée et d'être perdue. Mais j'étais quand même... je sais pas quelle image prendre. C'est comme si vous prenez un carré de vie de quelqu'un sur un territoire donné pendant 40 ans, puis vous le transposez sur un territoire qui n'a plus rien à voir, ni en décor, ni en climat, ni en nourriture, ni en relations humaines, où tous les codes changent. Et cette nouveauté m'a happée. Puis de toute façon, j'étais au contact de gens, il y avait des clients qui passaient, il fallait que je tienne la boutique, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'avoir cette phase de dépression qui me paraissait, moi, inévitable. On peut pas quand même radicalement changer de vie, de rythme, de réflexe du quotidien, le réveil, l'agenda, les 80 mails le soir. Enfin bon, c'est comme un interrupteur de lampe, quoi. Vous le switchez. Et pour moi, ça a été stupéfiant que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de penser, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses que, au contraire, donc du coup, ça a fait l'opposé, au lieu de faire une dépression, en fait, tu as eu un peps de motivation, du coup? Ah bah oui. Ça fait vraiment l'effet contraire à ce que tu aurais pu t'imaginer. Complètement. Et je vois toujours, alors évidemment, le temps joue son œuvre, mais on a été, avec mon mari, dans toute la sphère de connaissances, qu'elle soit alors de famille, d'abord, d'amis proches, ensuite, mais de toutes les personnes qu'on connaît, toutes les relations qu'on peut avoir dans une vie professionnelle et au-delà. On était le sujet de conversation totalement atypique. Je pense qu'on a nourri beaucoup de soirées d'amis et de famille, voilà, avec tout ce que ça comporte d'envie, mais aussi de dire ils sont complètement fêlés, quoi. Il faut un brin de folie dans la vie. Voilà. Bon. Moi, je trouve ça très bien, en tout cas. Ce serait très bien de voir que justement,
à la retraite. En plus, la retraite, justement, vraiment nouvellement arrivée. J'ai su de prendre un challenge, mais vraiment un gros challenge. Et puis qu'au final... Mais c'était peut-être pour moi, alors je dis plus pour moi que mon mari qui lui est sous l'eau de plein de choses, mais c'était peut-être pour moi la réponse à l'urgence de cette angoisse ou de cette inquiétude de dire il ne faudra pas que tu sois sans rien quand l'heure va sonner. Je pense que ça m'a amené à rentrer à une vitesse incroyable dans quelque chose qui m'a amené à me décentrer et peut-être surtout à répondre à peut-être cette angoisse du vide. D'accord. Voilà, peut-être, on va pas se mettre sur le divan, mais vous réfléchissez quand même à vos actes, parce que nous, si vous voulez, le projet sur le papier, il était absolument parfait. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais 2018-2019, mon mari navette avec le Vietnam pour installer une filiale de son ancien grand groupe. Il a une rencontre professionnelle, il reprend une boîte janvier 2020. Moi, j'étais censée le rejoindre Pâques 2020, de regarder un peu. On s'était dit, on fera un petit tuilage, et puis on avait l'échéancier, etc. Mais tout ça, évidemment, a volé en éclats. Avec la pandémie. Voilà, a volé en éclats. Et sur le papier, on se sentait des gens plutôt réfléchis. On avait pesé le pour et le contre. On avait regardé l'assiette d'âge, l'intérêt de reprendre une boîte pour mon mari avant 50 ans plutôt qu'après. Oui, enfin, on avait quand même. On n'est pas quand même complètement fou. Mais la réalité d'installation du projet. A fait que ça a quand même été sans doute de notre vie commune le projet le plus difficile à installer. Et parfois, il y a des clients, des voyageurs qui me disent « Mais alors, vous êtes propriétaire des lieux ?» Ben non, on n'est pas propriétaire des lieux. Au Vietnam, on n'a pas le droit en tant qu'étranger d'acheter. Mais le jardin, ben non, on n'est pas propriétaire du jardin. Ah ben oui, mais alors, s'il y a un problème demain, s'il y a un problème demain, on aura perdu un peu d'argent. Voilà. Ah ben vous êtes courageux. Bon, je dis, il n'y a pas de grosse prise de risque quand même au Vietnam, qui est un pays quand même très stable à de multiples titres. Mais dans tout projet, il y a une part de risque. On joue un peu. Même en restant en France, en ouvrant une activité, il y a également une part de risque. Donc, Mais je vois bien ce rapport à la sécurité, ce rapport à la propriété, ce rapport à la durée. Ça, c'est peut-être une inquiétude français, non? Oui, c'est français. C'est français, très très français. Et c'est aussi l'inquiétude de... Oui, il y a l'histoire de l'inquiétude par rapport à l'argent, à la prise de risque. Et puis peut-être et sûrement, je veux dire, mais c'est quand même beaucoup de tracas à un moment donné où justement tout le monde aspire à se dire, bon... C'est bon, je ne vais pas dire j'ai fait mon temps. Voilà, j'ai bien donné, je récupère la queue du Mickey. Voilà. Et c'est peut-être plutôt ça qui interroge les gens, qui questionne les gens, se dire, c'est quand même s'embarquer dans des trucs bien tracassants sur une période où on pourrait vivre plus paisiblement. Mais encore une fois, il faut que la vie soit animée de projets, d'idées, de rencontres. Sinon, je ne vois pas bien l'intérêt. Exactement. Je ne vois pas bien l'intérêt de la vie. Rester chez soi devant la télé. Non, moi, le jour où je dois rester dans mes charentaises, non, on va m'en tirer. C'est pas, il vaut mieux faire autre chose. Mais c'est sûr qu'on l'exprime dans un territoire où c'est pas toujours facile. Puis encore une fois, on n'a pas tous les codes. On est dans un pays communiste, avec une architecture, une histoire très très particulière. Ça demande des capacités d'adaptation réelles, au-delà de tout ce qui est scintillant, une météo extraordinaire, un environnement extraordinaire, une mer sublime. Ça c'est la carte postale. La carte postale,
dont on profite tous les jours à plein. Mais il y a, comme toute médaille, il y a un revers avec des choses qui sont pas faciles. Oui, voilà, qui sont pas faciles. Pour l'instant, ça se domine et ça se gère. D'accord. Là, je vais poser une question. Tu viens de me dire, donc voilà, que effectivement, vous êtes au Vietnam, dans un pays communiste. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais tu vis dans un pays communiste, tu voyages dans un pays communiste, et qu'ils ont l'impression, en fait, que c'est la Corée du Nord. Vraiment, c'est l'image qu'ils ont du communisme. Hein. Ouais. Moi, à mes yeux, le Vietnam, on pourrait dire que c'est un communisme libéral. Je sais pas si ça fait sens de dire comme ça. Oui, voilà. Mais en fait, j'aimerais que tu nous dises ton impression, ton ressenti, comment justement vivre dans un pays communiste, sur ton quotidien, quel effet ça a? Alors, c'est assez difficile de répondre de manière lapidaire, parce que le Vietnam a une histoire complexe. C'est une société complexe et qui a autant de différences gigantesques avec notre culture d'Européens de l'Ouest que de similitudes. Ça pourrait paraître très, très bizarre. Bon. Et puis on a l'histoire avec ce pays qu'on a, les Français. Hein, voilà. Alors, premier élément de réponse dans mon quotidien. Non, un, c'est pas la Corée du Nord. Et deux, mon quotidien, il n'y a pas de poids dans mon quotidien de ce qu'on pourrait appeler le joug communiste. C'est-à-dire, il n'y a pas les kalachnikovs au bout du quartier, les contrôles de police sur la route sont hyper soft et en tant qu'étranger, on n'est jamais arrêté, très rarement. Je circule librement, je vis librement, j'ai pas de poids dans le quotidien. D'accord. En revanche, il n'est pas question de vivre dans un pays différent du sien sans être au fait un minimum de l'histoire de ces gens, de l'actualité de leur fonctionnement, à commencer par économique, de leur religion, de leur spiritualité, de leurs usages et de leur législation. Un, pour les respecter. Nous ne sommes jamais que invités sur le territoire vietnamien. Il ne faut jamais l'oublier. Bon. Il ne faut jamais oublier qu'ils ont gagné toutes les guerres. Et ils savent nous le rappeler. Et ils savent nous le rappeler. Sans comment dire, hostilité. Mais ils savent nous le rappeler. Donc, il ne doit pas venir à l'esprit de quiconque qu'en tant qu'étranger, on pourrait se comporter exactement comme on le ferait en France, avec une législation et une histoire qui sont celles de la France au Vietnam. Ça c'est pas possible. Bon. Donc, ça veut dire regarder comment est fait la presse, regarder comment s'opère la censure des idées, regarder l'architecture de ce parti politique qui est le PC dans les infrastructures de villages, de districts et tout ça. Chaque matin, chaque soir, tous les haut-parleurs diffusent des messages de propagande. Quand on va dans Hanoï, quand on va dans Saigon, il y a des affiches publicitaires de propagande. C'est ça. Qui fait référence au marxisme-léninisme. Voilà. Bon, c'est là. C'est quand même référence aussi à certaines valeurs. Mais aussi à certaines valeurs. Et très... C'est en cela que c'est très compliqué et qu'on ne peut absolument pas, en un trait de plume, dire le Vietnam c'est ça, les Vietnamiens c'est ça. C'est pas possible. Voilà. C'est que ce joug du communisme, finalement, qui est une histoire récente, voilà, vient en bout de course d'un pays qui a connu toutes les invasions qu'on sait qu'il a connues. 1000 ans de domination chinoise. Bon, je me dis tous les jours, le rapport à l'argent, le rapport au compte, etc. Mais 1000 ans de boulier chinois, ça laisse des traces. Bon, les Japonais, 100 ans de colonisation d'Indochine française. Derrière
la guerre avec les Américains, entre Viet Minh et Viet Cong, et avec les Khmers. Parce que nous, après la guerre d'Indochine en 1954, derrière, il y a eu encore 30 ans de guerre, ce qu'on oublie. Voilà. Donc eux, c'est ça leur histoire. Donc le communisme est quelque chose de très récent à l'échelle du temps, déjà, et qu'apporte à la fois un ciment, a apporté un ciment, voilà, dans toute cette région du monde, mais en garde évidemment de manière assez discrète, mais bel et bien là pour les Vietnamiens, c'est-à-dire une censure des idées, des interdictions, une surveillance. Moi, je ne sais pas, mon voisin de droite et de gauche, ce qu'il peut dire au chef du village, au district. Ce que je sais, c'est qu'ils savent. Ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais, ils sont capables de savoir combien il y a de clients à la maison d'Indochine chaque jour. Voilà. Ils savent si je suis allée porter mon offrande au temple, comme j'expliquais ce matin quand nous discutions au petit déjeuner, au moment des fêtes du Tet, si j'ai fait de l'entraide avec tel ou tel, si j'engage du personnel vietnamien, etc., etc. Bon. Donc oui, il y a une censure, oui, c'est pas simple. Et moi, en tant qu'étrangère tolérée sur le territoire, je pourrais être inquiétée si je n'étais pas respectueuse des usages et que je ne fasse pas attention à la législation du pays. Oui, voilà. Après, économiquement, il y a un assouplissement. Quand tu évoquais un communisme libéral, évidemment, les deux mots ne vont pas ensemble. Ceci dit, ça résume assez bien la perception qu'on a, parce que le Vietnam a besoin de devises, le Vietnam est ouvert à l'économie de marché, le Vietnam est ouvert sur les technologies, c'est un pays avec une moyenne d'âge de 26 ans, avec des jeunes qui cavalent, le pays cavale en construction, en énergie, en développement de compétences, en voyage d'études à l'étranger, etc. Ça va à une vitesse de malade, et tout ça sur des fonds spirituels. La majorité des Vietnamiens sont athées. La première religion au Vietnam, c'est le bouddhisme, mais avant tout, c'est le culte des ancêtres qui est là. Exactement. 100% culte des ancêtres. Il n'y a pas un appartement, il n'y a pas une maison du nord au sud du Vietnam qui n'a pas l'hôtel des ancêtres. Et quand on doit prendre des décisions familiales, on convoque les ancêtres. Avec tout le fond de confucianisme qui est le ciment de l'entraide, de la famille, des valeurs, etc. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué, le communisme bien sûr, mais ouvert sur une économie de marché d'un pays qui veut absolument en découdre et rejoindre le niveau de vie économique des Coréens du Sud dans peu de temps. Et ils vont y arriver, Bon, pour moi, c'est un pays étonnant, avec des gens ultra courageux. Vraiment, ce sont des abeilles. Moi, je suis entourée de gens, sont des ruches, tout le temps. Donc, c'est éminemment complexe de résumer ce pays, et qui a un attachement, malgré tous les conflits qui nous ont opposés et les déviances des comportements que l'on sait dans l'histoire. C'est un pays qui garde un attachement à la France très fort. Moi, à titre privé, personnel, dans mon quotidien, je ne me sens pas contrainte, mais je sais qu'ils savent. Est-ce que tu te sens libre? Libre, je veux dire, dans le sens de tes mouvements, de ton quotidien, vraiment. Oui. Voilà, il n'y a pas de. Oui. Justement, c'est pas la prison comme certains pourraient essayer d'imaginer. Non, du tout. Imagine, quoi, je veux dire. Moi, j'ai eu des commentaires qui étaient vraiment extrêmes. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite aparté sur ça, pour avoir ton avis personnel à ce sujet-là. Alors, après, j'évoque quand même bien les comportements. Si vous rentrez au Vietnam avec 2 paquets de haches, excusez-moi, mais ça va être clair. Vous allez vous frotter aux geôles vietnamiennes, et je pense que il vaut mieux les éviter. Ce qui est normal. Voilà. Bon. Si vous vous comportez comme un saligot sur la voie publique, éméchez, vous battez 3 Vietnamiens de passage, oui, vous allez vous frotter à une police qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout, être empathique. Ce qui est normal aussi. Ce qui est normal aussi.
Voilà. Maintenant, gardons raison. Voilà. Il y a quand même des règles de vie en société. Et encore une fois, quand on arrive dans un territoire qui n'est pas le nôtre, déjà quand on est dans le nôtre, on a une législation, on a des règles, on a voilà, bon bref. Mais quand on est sur un territoire différent du nôtre, on est assujetti, et c'est le moindre intérêt qu'on puisse porter au pays d'accueil, à connaître le minimum de rudiments culturels, de comportement et de législation, voilà, pour ne pas faire les frais effectivement de réactions qui pourraient être, si ce n'est plus violente, en tous les cas différente de celles qu'on peut peut-être connaître dans notre pays. Voilà. Ça a l'air quand même de plutôt bien se passer ici au Vietnam. Oui. Mais il y a forcément des choses que tu n'aimes pas. Aucun pays n'est parfait. Quelles seraient les choses pour toi que tu aimes le moins dans ce pays? Peut-être la chose qui me chagrine le plus, c'est le rapport à l'argent. Alors, on est déjà dans un monde où l'argent est devenu, voilà, on est dans un monde du veau d'or où on définit quand même les gens beaucoup à ce qu'ils sont en capacité de gagner. Mais au Vietnam, c'est exacerbé, c'est-à-dire que comment dire, tout de suite, on a besoin de savoir au Vietnam qu'est-ce que vous gagnez, est-ce que votre affaire fonctionne, combien t'as acheté les fleurs, combien t'as acheté le meuble, combien. Et le rapport à l'argent est le sujet, avec un L majuscule, premier sujet de conversation qui me dérange tout en comprenant que de là où ils viennent, voilà, le facteur économique soit important, mais c'est la perception que j'ai, c'est que c'est le dénominateur commun, ou tout au moins l'incontournable pour définir la relation humaine avec soi, quoi. Et ça me choque en termes de valeurs. En termes de valeurs et de ce que je suis, de mon histoire. Donc, il y a des moments où j'y fais pas attention, et il y a d'autres moments ça continue à m'énerver parce que je trouve que c'est pas très intéressant, voilà. Mais le Vietnamien a le rapport à l'argent chevillé au corps dans toute sa vie, quoi. Voilà. Ça me déplaît. Parfois aussi une forme d'indifférence ou de comment dire, ils sont sans gêne. Alors. Parfois, ça peut être cocasse. Parfois, il est pas. On peut très bien se retrouver avec 6 Vietnamiens au milieu du salon qui débarquent comme ça. Voilà, genre, ils sont assez sans gêne parce qu'ils n'ont pas les mêmes canons, j'allais dire, de fonctionnement. Que nous. Je peux très bien avoir un guide qui débarque à la maison pour prendre en charge des clients, et puis il n'a pas de place pour mettre sa moto parce que le cycle au Vietnam évidemment est déifié. Il faut que sa moto soit à l'ombre. Eh bien, il va venir me la garer entre les 2 transats au pied de la piscine, sous le parasol. Ça ne va absolument pas le déranger. Voilà. Il y a ces côtés sans gêne qui parfois dans le quotidien, me chagrinent un peu. Voilà. Un peu intrusif. Ça. Voilà, un peu intrusif, un peu sans gêne. Les bordées de gamins du village qui sont au demeurant fort sympathiques mais bruyants, je peux les retrouver dans la piscine sans qu'ils y aient été autorisés. Donc du coup, je suis obligée d'envoyer mon staff le lendemain matin, dire aux parents, écoutez, faites attention aux enfants parce que c'est quand même un peu dangereux, puis ça me dérange quand même mon business. Voilà, bon, voilà, ce sont ces petites choses qui sont à la fois pas graves, mais qui des fois dans le quotidien pèsent un peu. Voilà, ces choses-là que j'aime pas trop parce que j'aime bien le respect, j'aime bien le respect particulièrement de l'aire de jeu et de la.
on a un rapport, nous, Français, occidentaux plus largement, on a un rapport à la sphère privée qui est extrêmement important. Et pour le Vietnamien, lui, c'est l'opposé parce qu'il fonctionne en communauté. Déjà, au sein d'une maison familiale, il y a 3 générations. Et les espaces privés, ben, il y en a quasiment pas. Hein. Voilà, vous voyez, le couple de mariés, il a sa couche au milieu de tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça le Vietnam. Donc du coup, parfois, il y a des petits grincements de dents de cet ordre-là, sans que ça soit gravissime. Mais c'est vrai que peut-être que le rapport à l'argent est certainement le sujet qui me... Parce que je trouve qu'il domine tout. Il domine tout, donc ça me dérange pas qu'il soit là. Je le comprends, voilà, mais il domine tout et il me donne l'impression d'être le facteur d'appréciation de l'intérêt de la relation humaine avec vous. Voilà, ça me chagrine. Est-ce que tu penses aussi que le fait qu'en France l'argent soit assez tabou, du coup ça accentue ce sentiment que tu as par rapport aux Vietnamiens et leur approche de l'argent? Certainement. Ouais. Certainement, parce que chez nous, la sphère de l'argent reste discrète, sinon secrète. En tous les cas, elle est presque considérée comme indécente d'être mise sur la place publique. Ça, c'est notre héritage. Hein, dans les familles, autrefois, les enfants ne prenaient pas la parole sur l'argent. On se faisait fermer le bec. Voilà, bon. Donc, on a cette histoire, nous, effectivement. Donc, c'est sûr que ça exacerbe. Ça exacerbe. Je veux dire, ils sont... les Vietnamiens et peut-être plus largement les Asiatiques, je ne saurais pas dire. Hein, je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances sur les autres territoires asiatiques, mais il y a une forme de comment dire de franchise, tous ces sujets sont totalement libres, il n'y a pas d'arrière-pensée, et nous ça nous choque parce que ça fait justement partie de notre sphère privée. Et qu'on veut garder secrète, voilà. Et puis peut-être aussi parce qu'on a une histoire aussi avec un rapport aux valeurs humaines, où finalement tout ce qui est matériel n'était pas le plus important. Et on voit bien qu'on a un glissement des valeurs déjà au niveau mondial de toutes nos sociétés, voilà. Et confronté à une autre culture comme celle des Vietnamiens, c'est sûr que nous, on est plus en porte-à-faux. Hein, oui, ça renforce, ça je suis sûre. D'accord. Donc, on a ce que tu apprécies le moins ici, le rapport à l'argent qu'ont les Vietnamiens et ce côté sans gêne. Oui, complètement. Autre chose que tu vois qui te dérange plus ou moins ou vraiment... Non, pas plus que... Non, honnêtement, pas plus que ça. Hein. Encore une fois, et ça va nous amener sur le positif, c'est un pays dans lequel il fait bon vivre. Hein. Il fait bon vivre à de multiples titres. Parce que... bien évidemment, on a le climat, on a la lumière, on a une végétation extraordinaire, on a des paysages extraordinaires, on a un dépaysement réel, mais nous, en tant qu'Occidentaux, on y vit particulièrement bien. On y vit particulièrement bien. Les gens sont gentils. Ils ont, quand on dépasse le côté sans gêne, ils sont très aidants. Ils veulent plaire. Par exemple, quand je fais faire des travaux, ben ils sont alors même si parfois bon voilà, j'arrive pas à avoir mon interrupteur posé droit, bon voilà, ils sont soucieux de savoir si je suis contente. Voilà. Moi qui suis fleur au fusil, je pense pas toujours à tout. 1 ou 2 fois, il m'est arrivé de tomber en panne d'essence sur le bout des navettes que je fais entre la plage et la vieille ville et la maison. À chaque fois, en poussant ma petite Honda sur le bord de route,
Un homme s'est arrêté, m'a demandé si je voulais être aidée, si je pouvais être tractée, à m'amener à la station essence d'à côté, etc. Tout le temps, tout le temps. Ça, en France, je resterais sur le bord de la route, ad vitam aeternam, j'aurais jamais d'aide. Donc voilà, le Vietnamien est souriant, il est assez charmeur, il est bon vivant, il aime beaucoup rire, il aime beaucoup faire la fête, et je dépasse les karaokés et autres douceurs. Il est aidant et il est chaleureux. Il est chaleureux, voilà, et il veut bien faire. Il cherche à bien faire et il cherche à satisfaire, y compris quand il sait pas faire. Donc ça me les rend vraiment sympathiques. Tout à l'heure, je parlais de ton quotidien, si tu te sentais libre par rapport au régime et tout ça. Maintenant, je vais te demander si justement ces points positifs du Vietnam te font sentir peut-être plus à l'aise dans ton quotidien. Oh, fatalement. En fait, on n'a pas de rapport à quelque chose qui serait coercitif. On dit, tout à l'heure, on évoquait le communisme, on voit tout de suite un État policier, avec des interdits de toute nature, un vrai joug. Ça, on ne le ressent pas. Alors, c'est peut-être plus dangereux parce que il est quand même là. Mais honnêtement, cette gentillesse des Vietnamiens, cette entraide, toute cette philosophie confucianiste qui est véritablement très proche de nos valeurs humanistes héritées des Lumières pour nous. Il y a quand même ça qui est là, ce rapport à la famille, le regard sur la communauté. La communauté, c'est-à-dire que on est inscrit dans une communauté, on est inscrit dans un village, on est inscrit dans un district, et il y a des cercles concentriques comme ça dans la société vietnamienne qui font que le voisin aussi, il est dans ce cercle concentrique, fait que ça rend la vie facile. Ça rend la vie facile, même si sans doute on est surveillé. Mais bon, honnêtement, on y vit bien. On y vit bien. Et est-ce que du coup, tu te sens donc plus en sécurité? Oui, complètement. Ah oui, complètement. Vous voyez, j'ai évoqué dans les points de difficulté personnelle la solitude. Une femme seule, dans un village vietnamien, avec un staff vietnamien, avec des voyageurs de passage qui viennent de toutes les cultures, mais qui sont des étrangers pour moi, même si je les accueille chez moi, etc. Je pourrais très vite me sentir en insécurité, puisque j'ai personne de réelle confiance et de connaissance dans la durée qui me fasse... Et je n'ai jamais peur. Je n'ai jamais peur. Je discutais de cela récemment avec une Allemande qui vient d'arriver dans le village il y a 3 mois en arrière, qui est en train de monter un très joli projet d'art studio. Tina, qui est beaucoup plus jeune que moi. Et je lui demandais justement si elle se sentait... parce qu'elle aussi, elle est seule. Son mari est comme le mien, c'est-à-dire il est à Saigon et il navette. Voilà. Et pareil, elle m'a dit non. Pourtant je suis seule, et puis pareil, je suis manager des ouvriers pour monter mon projet, etc. Et elle ne se sent absolument pas en insécurité, alors que pareil, elle est entourée que de gens qui lui sont nouveaux. Voilà. Donc c'est un pays où de sécurité, et c'est renforcé par les voyageurs. Alors, le risque zéro n'existe pas, on peut avoir une mésaventure, mais globalement, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... on voyage et on circule vraiment dans des conditions, très sécurisantes au Vietnam. Du coup, donc, qu'est-ce que tu dirais les choses qui sont pour toi, les choses que tu aimes le plus au Vietnam, du coup? Les choses que j'aime le plus, outre ces paysages, cette nature si diversifiée du nord au sud, parce que le Vietnam, c'est quand même pas un pays, mais 3 pays, 3 régions, 3 climats,
avec des univers qui n'ont vraiment rien à voir. Enfin, je veux dire que quand on est dans la baie d'Along, on n'est pas, ça n'a rien à voir avec les montagnes et les rizières en escalier de Sapa. Ça n'a rien à voir avec le delta. Et quand on va dans une ville comme Dalat, qui a été construite de toutes parts par les Français pour mettre les troupes de Saïgon au frais à la plus mauvaise période de chaleur. Qu'est-ce que je vais dire, moi, vous avez l'impression d'être dans une ville d'eau, vous êtes à Aix-les-Bains. Vous avez des maisons de villégiature, des folies à la 19e siècle, des pinèdes autour d'un lac artificiel. Puis à côté de ça, en altitude, vous avez les plantations de thé, de café, avec des armées de chapeaux pointus partout. C'est cette diversité voilà, de paysages, d'une nature luxuriante partout. Parfois, je me dis, mais ces Vietnamiens, ce sont des assassins de la nature quand je les vois couper à la machette des arbres, des plantes. Mais je comprends, 2 mois après, ça pousse, les bambous arrivent à 10 mètres. Enfin, cette terre, elle vit... les eaux sont poissonneuses, enfin c'est riche quoi. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et puis encore une société très traditionnelle, très agraire, avec beaucoup de rituels, beaucoup de croyances, qui amènent une vie très authentique. Une forte identité. Oui, voilà, authentique, et qui me renvoie, moi, des images à la fois, quand je vois la rapidité de développement du pays et comment dire, l'énergie de développement, j'ai l'impression que c'est la France des années 70, des bâtisseurs, des ouvriers, de la construction, de tout, quoi. Voilà, oui, de l'éducation. Là, tous les gamins, je les regarde, ils ont tous des vélos électriques, les ados, enfin, ça va vite, hein. Et à la fois, je vois des scènes agraires, mais qui sont de la fin du 19e siècle. Quand je vois les bassins de crevettes qui sont devant moi, devant la maison, là, où tous les 3 mois, il y a la pêche. Donc, ils pêchent la crevette la nuit. Ils vident le bassin le lendemain matin. Ils vont finir de nettoyer le fond du bassin. Ils épandent une sorte de chaux, je ne saurais pas dire ce que c'est, pour retraiter sanitairement le bassin. Et je vois arriver des colonnes de zébus, ce sont en fait des buffles d'eau, hein, avec des charrues, mais vous verriez les socs des charrues, ce sont des socs de charrues de la fin du 19e siècle. Et là, ils se mettent à labourer le fond des bassins avec les bœufs. Ils soquent à charrue en bois. Ça c'était fin 19e, début 20e. Je pense que, je sais même pas si au moment de la guerre de 14, il y avait encore des socs en bois de charrue dans nos campagnes. Donc, il y a tout ça. Ça me plaît beaucoup. C'est un pays très contrasté. C'est très contrasté. Et puis à côté de ça, vous avez les gratte-ciel et puis les Porsche Cayenne dans Saïgon. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup parce que il y a un bouillonnement sur un fond de tradition et d'authenticité. Donc, j'ai l'impression d'être l'observatrice d'un pays où il y a un tas de choses qui vont disparaître, les marchands ambulants, les crieurs de rue, les scènes de rue. Moi, là, dans le village, le rémouleur passe, le marchand de brioche passe. Tous les matins, il y a la vendeuse de poissons. Le vitrier passe, la marchande de nattes passe, avec des haut-parleurs tonitruants, parce que les Vietnamiens ont des oreilles différentes des nôtres. Hein. Tout est très bruyant. Bon, mais tout ça me plaît énormément. Et j'écris d'ailleurs des petites chroniques, des petites brèves de mes observations de quotidien. Ça, j'adore. J'adore. Pour le moment, on peut dire que c'est une retraite, entre guillemets, réussie. Et dynamique. Et très dynamique. Qui risque d'être encore dynamique pour quelques années. Bah écoute, c'est tout ce qu'il faut finalement me souhaiter, parce que ça veut dire que si c'est dynamique, ça veut dire qu'il y a la santé, et tant qu'il y a de la santé, il y a de l'espoir. Voilà. C'est génial. Et donc, pour rester encore quelques années ici, oui, j'espère, en bonne santé, voilà, au Vietnam, il faut un visa. Et comment ça se passe donc niveau visa ?
Écoute, pour nous c'est simple, avec mon mari on a une carte de résident dont la durée est de 2 années et qu'on renouvelle, on vient de le faire d'ailleurs là, qu'on renouvelle et en fait quand on est rentré dans le pays on est rentré avec un visa d'abord touristique et puis un petit peu plus long et en fait la carte de résident donc d'une durée de 2 années nous est attribuée au titre de l'activité d'entreprise de mon mari. Puisqu'il a un statut d'expert et que c'est au travers des statuts d'expert que des étrangers peuvent s'établir au Vietnam pour pour une profession, puisque le pays a besoin de compétences extérieures, voilà. Et donc moi, par rattachement à mon mari, j'ai cette carte de résident également, qui me permet du coup d'être en parfaite légalité pour faire fonctionner la maison d'hôte. Top, top, top. Donc voilà. En fait, c'est un visa lié au visa de ton mari qui permet tout simplement d'obtenir cette carte de résident et qu'on renouvelle tous les 2 ans et pour lequel là, le gouvernement vietnamien est exigeant, c'est-à-dire demande les diplômes, la carrière. Enfin, mon mari a refourni énormément de pièces justificatives de ses compétences et de son activité professionnelle pour que les autorités vietnamiennes revérifient l'adéquation du statut d'expert, puisque bon là, les lois du Vietnam sont très protectionnistes et globalement, on accueille sur le territoire des compétences dont on a besoin, mais si ces compétences sont déjà au Vietnam, dans les mains de Vietnamiens, on promeut l'emploi des Vietnamiens d'abord et avant tout. Voilà. Hein. C'est la logique qui peut se comprendre. C'est vraiment le statut d'expert qui a fait que, qui vous a permis au départ d'avoir cette carte de résident. Complètement. Mais encore une fois, qui est à durée déterminée et qui, lorsqu'elle arrive à échéance, nécessite qu'on refournisse à nouveau, malgré le fait que voilà, ils connaissent bien l'entreprise de mon mari, le nombre d'employés vietnamiens, les ressources, l'entreprise paie des impôts au Vietnam, enfin voilà, il y a une taxe professionnelle, tout ça. Mais voilà, il n'en demeure pas moins qu'il y a une revérification pour réobtenir la prorogation ou la nouvelle carte de résident de 2 années. Voilà. Est-ce que cette pseudo instabilité, tu veux dire le visa en fait c'est tout le temps à une durée déterminée de 2 ans, renouvelable, qui au final en fait on ne sait pas si un jour ou l'autre ça va peut-être changer. Est-ce que ça te fait un peu peur ou pas vraiment? Pas plus que ça, parce que peut-être l'activité de la maison d'hôte étant une activité de complément, on a bien compris. Voilà, moi j'ai ma retraite de France, mon mari a son salaire de chef d'entreprise, voilà. Mais le fait que la maison et donc moi, mon statut de résident soit lié à l'activité de mon mari me sécurise dans la mesure où je sais le poids de cette entreprise dans le tissu économique local et particulièrement de Saigon. Voilà. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça, même si encore une fois, le risque zéro n'existe pas, il peut y avoir une législation qui change, qu'il peut y avoir une économie à un moment donné. Est-ce qu'on pensait un jour tous avoir une pandémie mondiale qui arrête le monde? Bon, donc voilà, je sais pas moi. Évidemment, il peut y avoir un truc extraordinaire qui fasse que les plans changent. Voilà. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'allais dire presque le fait d'avoir des renouvellements de 2 ans en 2 ans. Moi, ça m'aide un peu à baliser aussi des échéances potentielles. Parce que voilà, moi, sauf des conditions exceptionnelles qui nous forceraient à partir, qui peuvent être aussi un problème économique de l'entreprise de mon mari. Hein. Là, le risque zéro n'existe pas non plus. Ou un facteur de santé important qui nous fasse rentrer en France. Moi, je ne sais pas encore combien de temps ça va nous plaire d'être au Vietnam. D'accord. Voilà.
pour l'instant, je vois pas de butée, je commence pas à me dire, oh là là, je suis encore ça 1 an, et puis ça ira bien. Non, non, on n'est pas là-dedans, voilà. Tout comme il peut y avoir quelque chose de conjoncturel où mon mari professionnellement peut avoir une autre opportunité sur laquelle il a envie dans 2 ou 3 ans de sauter à pieds joints dessus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ça fait partie des inconnus, mais non, la durée des papiers m'inquiète pas plus que ça. Je me sens plutôt par rapport à d'autres expatriés que l'on peut connaître, qui ont des affaires aussi ici, qui parfois sont obligés de sortir du Vietnam pour y rentrer, etc. Je me sens plutôt en position bien établie. Non, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Même si voilà, il y a des inconnus, bien sûr. On change de sujet. Ouais. Maintenant, je vais te parler de la France. Tu retournes souvent là-bas ou... Alors, 1 à 2 fois l'an. 1 à 2 fois par an. Voilà. L'année dernière, 2 ans. 2 fois. Et cette année, ça sera qu'1 fois. Là, je suis revenue en janvier et je vais repartir en décembre pour les fêtes. Voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer d'y aller 2 fois. D'une part, plutôt sur juin, parce que c'est un mois assez creux ici touristiquement, et que ça correspond aux beaux jours et aux grands jours en France, et donc c'est vraiment agréable comme période. Et puis pour les fêtes, par rapport encore aux attaches familiales et à l'encadrement de ma vieille maman, voilà. Et cette année, ça sera qu'une fois, parce qu'on a un voyage prévu par ailleurs. Et que bon, voilà, on est obligé de faire un ratio, l'équilibre des envies, et puis aussi un peu les dividendes, parce que bon, les vols post-pandémie ne se sont pas arrangés économiquement. Le prix des billets est quand même un petit peu inflationniste, donc voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce qui te manque de la France ? Oh ben, ce qui me manque de la France, c'est la culture et puis la diaspora de famille et d'amis. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées ce matin, lorsqu'on évoquait voilà, l'entourage, la nouvelle vie ici, voilà, ce qui fait notre terreau de communication, c'est une sphère de gens rapprochés que constituent la famille, les rituels familiaux et nos amis les plus proches, aussi avec des rituels de vacances, voilà, et de retrouvailles. Donc ça, oui, bien sûr, ça me manque. Et puis la culture, puisque bon, j'avais des gestes du quotidien qui étaient quand même très tournés vers on va au concert, on va au spectacle, on voit la dernière expo, on lit la presse, voilà. Et moins les boutiques. Moi, je suis pas une aficionadeuse du shopping, donc même si de temps en temps j'aime bien retrouver un peu la mode européenne, mais pas tellement pour la partie commerciale, mais ouais, pour la culture, voilà, pour acheter les bouquins, voilà, tout ça me manque parfois, oui. Parfois. Pascal. Oui. Dernière question, ça y est. Oui. C'est passé vite, hein, quand même. Oui, oui. C'est dingue. Donc la question est la suivante. À mes yeux, moi j'ai l'impression que franchement ton exploitation se passe plutôt bien. Oui, oui, tout à fait. C'est un début de retraite réussi. Voilà. Oui. Tu t'ennuies pas, clairement. Non, ça c'est sûr. Clairement. Et donc, quels sont les conseils de manière générale, hein, que tu pourrais donner à des gens qui aimeraient faire comme toi, mais vraiment de manière générale, c'est-à-dire que ça s'appliquerait à peu près plus ou moins à tous les pays. D'accord. Quand tu veux quitter la France pour t'expatrier quelque part et lancer une nouvelle activité, quels seraient les principaux conseils que tu donnerais ? La première chose, c'est dans le choix du pays d'accueil où on voudrait aller vivre, voilà, dépasser la carte postale et bien s'informer sur la culture, le climat, la législation. Vous allez me dire, c'est le b.a.-ba, ça va de soi, mais
c'est quand même mieux en le disant. Parce que s'expatrier pour aller y vivre, c'est pas un voyage prolongé. Les vacances. Voilà. Donc le coup de tête ou le coup de cœur de dire allez, ras-le-bol de la France, prenons la France, mais ou ras-le-bol de l'Allemagne, ou ras-le-bol, bon bref, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de changer de décor, j'ai envie d'un autre climat, bah, voilà, etc. Ok, mais il faut doubler d'une prise d'information un peu les pieds dans le sol, quoi. Voilà, parce que on peut très vite avoir une carte postale qui s'effrite. Voilà. Deuxième chose, peut-être, c'est de faire le point sur sa propre vie et personnalité. Quels sont mes facteurs d'adaptation? Est-ce que je vais accepter de vivre loin de ma famille, loin de mes amis, loin de ma culture pendant un certain nombre d'années? Parce que s'expatrier, encore une fois, c'est pas le grand voyage. Parce que on peut se dire, je pars un an autour du monde, ok, mais il y a une butée. Là, s'expatrier, a priori, on va s'installer ailleurs. Donc, si on va s'installer et travailler ailleurs, ça veut dire il va falloir s'adapter. Parce que tout ce qu'on va y trouver, ça sera différent de la France. Voilà. Alors, avec les points positifs, les points négatifs, ce qu'on va pouvoir supporter, très bien, et ce qu'on va avoir du mal à supporter. Donc, comme ça, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme mal à supporter, il faut quand même se dire, est-ce que la manière dont je vis, où j'ai vécu jusque-là, et l'expérience de vie que j'ai jusque-là, m'a conduit à penser que je peux vivre un peu n'importe où. Je la fais courte, hein. Un peu n'importe où, c'est dire, est-ce que je pense avoir des capacités d'adaptation suffisantes pour, justement, gérer le déracinement? Parce que de toute façon, c'est un déracinement. Alors évidemment, il est plus facile à supporter quand il est choisi plutôt que subi. Je pense notamment, je fais juste une petite incise, aux femmes de coopérants. Je dis bien aux femmes parce que c'est souvent les hommes qui partent ou les entreprises envoient, et les femmes qui arrêtent leur métier et suivent. Et au long cours, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, même dans le cas d'une expatriation choisie, il faut quand même réfléchir à ce que c'est que le déracinement, parce qu'il est là, et d'essayer de mesurer, autant que faire se peut, si on se sent des capacités d'adaptation. Et si oui, ok, voilà. Bon, parce que des expériences de gens qui sont partis un moment et qui sont vite rentrés, tout le temps pour les mêmes raisons, hein, famille, amis, cocon, voilà, sont vraiment très, très, très importants. Et comme on part rarement seul, cette fois ça arrive qu'on part tout seul, mais souvent on part à deux, et bien au clair que on va être sur la même longueur d'onde. Voilà. Bon, ça serait pour moi les deux points importants. Après, il y a la réalité du projet qu'on veut monter. On s'expatrie, pourquoi? Est-ce qu'on a une opportunité parce qu'on travaille dans un secteur donné et qu'on sait que, allez, en Malaisie, je dis n'importe quoi, hein, il va y avoir une résonance par rapport à notre métier, ou qu'il y a des besoins de compétences qui correspondent complètement à nos champs de compétences, et qu'on se dit, tiens, c'est quand même l'occasion de faire une pierre de coups, c'est-à-dire de continuer dans un domaine ou à exercer des compétences que l'on a de pleinement maîtrisées et qui nous donnent l'opportunité de vivre un peu différemment à un moment donné. Il y a des gens qui s'expatrient à un moment donné, notamment quand ils ont des enfants en bas âge, en disant c'est l'occasion de leur ouvrir les yeux au monde. C'est aussi l'occasion de les mettre dans des conditions matérielles peut-être plus sympas. On aura la mer, on aura la piscine, on aura je sais pas quoi. Bon, bref. Mais si c'est pour monter des affaires, alors là pour le coup, tout à fait nouvelles, là aussi il faut bien se renseigner, législation, aux opportunités, pour pas se retrouver dans des conditions matérielles de vie
compliqué. Parce que alors là, c'est le ferment à avoir une mauvaise expérience. Parce que si on veut s'expatrier, c'est pour du mieux, du nouveau, voilà, et de l'enrichissement. Voilà. De l'enrichissement, je pense d'abord de l'enrichissement personnel, de la connaissance, hein, voilà, indépendamment des espèces sonnantes et trébuchantes. Bon, donc voilà, moi je mettrais bien au moins ces 3 points comme des préalables au départ. Et en mesurant bien, encore une fois, qu'un projet d'installation dans un pays étranger pour y vivre, c'est pas un voyage prolongé ou des vacances prolongées. C'est pas pareil. Il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence parce que le voyage prolongé, il a une butée et il a suffisamment dans sa durée de 9 pour ne pas craindre le manque justement de la famille, de la culture, des amis, etc. Une installation dans une durée plus longue, ça va, voilà, ça veut dire une maison, ça veut dire scolariser des enfants, ça veut dire y travailler, ça veut dire plein de choses. Donc voilà, ça se prépare vraiment autrement, quoi. Merci Olivier, merci Pascal de m'avoir accueilli dans votre maison d'hôte. Franchement, je vous l'ai déjà dit, il va falloir m'expulser. Moi, je reste. Voilà, je ne pars plus. On te garde, on te garde. Génial. Merci Pascal pour ton partage d'expérience. C'était un plaisir. Super intéressant. Tu es le prochain, Olivier, hein, pour une prochaine fois. Hein. Oui, tout à fait. À Saigon. À Saigon, voilà. Tu seras le prochain à Saigon. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Mais les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. La Bisette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.